Bonsoir et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Je vous invite à vous détendre, à fermer les yeux si vous le souhaitez et à laisser votre esprit voyager. Ce soir, nous plongeons dans la vie fascinante d'Alexandre le Grand, un conquérant légendaire dont les exploits ont marqué l'histoire. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous bercer par cette histoire. Chapitre 1 : Le fils du tonnerre. La nuit qui s'étendait sur la cité de Pella paraissait plus lourde qu'aucune autre. Le ciel, d'un noir d'encre, semblait prêt à engloutir le monde. Les nuages s'entrechoquaient dans des grondements sourds, comme si Zeus lui-même tambourinait à la porte du destin. Le vent, glacé, soufflait dans les collines et s'engouffrait dans les ruelles, faisait trembler les portes, arrachait les tuiles. La pluie tombait en rafales violentes, transformant la poussière en boue épaisse, et chaque éclair illuminait un instant la cité, révélant les façades des maisons, les statues des ancêtres et les visages inquiets des rares passants, réfugiés sous des porches. Dans le palais royal, l'atmosphère était tendue à l'extrême. Les torches fixées au mur vacillaient sous les courants d'air, projetant sur les colonnes de marbre des ombres qui semblaient danser avec inquiétude. Partout, les serviteurs couraient, portant seaux d'eau, linge propre, fioles de remède et herbes médicinales. Les gardes, le regard sombre, gardaient les portes fermées. Nul ne devait troubler ce moment, car ce qui se jouait dans la chambre de la reine Olympias déciderait du futur de la Macédoine. Dans cette pièce, éclairée par quelques lampes à huile, la reine hurlait de douleur, le visage trempé de sueur, les cheveux collés à son front. Chaque contraction semblait arracher un morceau de son âme, et ses cris se mêlaient au grondement du tonnerre, comme si la terre et le ciel s'étaient unis pour accompagner cet accouchement. Les sages femmes, concentrées mais terrifiées, s'affairaient autour d'elles. Elles essuyaient le sang, changeaient les draps, tordaient les linges dans l'eau chaude, murmuraient des prières aux dieux pour protéger la mère et l'enfant. Les signes du destin. Dans le grand hall du palais, des dignitaires en toge sombre, le visage grave, s'étaient rassemblés. Ils savaient que si la reine ou l'enfant mourait, le royaume basculerait dans une guerre de succession sanglante. Ils échangeaient des regards lourds de crainte, mais aussi d'excitation, car depuis plusieurs nuits, la rumeur courait qu'Olympias avait eu des visions étranges. Elle racontait qu'un serpent blanc s'était glissé dans son lit et avait fusionné avec elle dans un rêve, et qu'au réveil, elle avait ressenti un feu brûlant dans son ventre. Les plus superstitieux étaient convaincus que Zeus lui-même était venu féconder la reine, et que le fils qui naîtrait ne serait pas seulement humain. Dehors, dans la cité battue par la pluie, certains habitants se regroupaient sous des toits, priant à voix basse. Quelques vieillards affirmant avoir vu, au crépuscule, un aigle noir tournoyer au-dessus du palais avant de disparaître dans un éclair. D'autres racontaient qu'un oracle envoyé de Delphes avait prophétisé que le roi à naître écraserait les empires et que sa gloire ne connaîtrait pas de frontières. Pendant que la pluie battait les toits et que le tonnerre continuait de résonner comme un tambour divin, un autre événement se produisait, loin de Pella. À des centaines de kilomètres, le grand temple d'Artémis, à Éphèse, joyau de l'Asie mineure, s'embrasait mystérieusement. Le feu montait haut dans le ciel, rougeoyant dans la nuit. Les prêtres couraient dans tous les sens, hurlant qu'un signe funeste était en train de s'accomplir.
Un oracle déclara dans un frisson: « Cette nuit naît celui qui mettra l'Asie à feu et à sang. » Ces présages, bien que séparés par des centaines de lieues, semblaient en s'unir dans un même message. Un enfant au destin unique venait de voir le jour, la naissance d'Alexandre. Au cœur de la tempête, dans la chambre royale, la douleur d'Olympias atteignait son paroxysme. Les sages-femmes s'échangeaient des regards désespérés. La vie de la reine était en jeu. Mais soudain, après un dernier cri déchirant, le silence tomba, lourd, presque oppressant. Puis un hurlement d'enfant perça l'air. Les femmes se redressèrent, essuyèrent leurs mains tremblantes et se mirent à pleurer de soulagement. L'enfant vivait. Au même instant, la pluie s'arrêta brutalement. Un rayon de soleil perça les nuages, éclairant la chambre d'une lueur douce et inattendue. Les linges ensanglantés furent écartés, et le nouveau-né fut enveloppé dans un drap brodé d'or. Quand on le posa sur la poitrine d'Olympias, ses yeux s'ouvrirent et fixèrent la pièce avec une intensité troublante, comme s'il comprenait déjà le monde qui l'entourait. On le nomma Alexandre, protecteur des hommes. La nouvelle se répandit dans tout Pella. Un prince était né, et ce prince n'était pas un enfant ordinaire. Les clameurs de joie et de crainte se mêlèrent dans les rues. Certains disaient qu'un roi plus grand que tous les rois précédents venait de voir le jour. D'autres murmuraient que cet enfant amènerait la guerre autant que la gloire. Une mère et son héritier Olympias, le visage encore marqué par la douleur, tenaient son fils contre elle. Elle ne voulait confier Alexandre à personne, ni aux nourrices, ni aux serviteurs. Chaque nuit, elle le berçait et lui murmurait les récits des héros de la mythologie, Achille, Héraclès, Persée. Elle lui racontait comment ces demi-dieux avaient terrassé monstres et armées, comment ils avaient marqué les mémoires. Dans ses contes, elle répétait toujours la même phrase. « Tu es né pour les surpasser tous, l'enfant aux 1000 questions. » En grandissant, Alexandre surprit toute la cour par son intelligence précoce. À 4 ans, il posait des questions incessantes, au point d'épuiser ses précepteurs. Il voulait savoir pourquoi le ciel changeait de couleur au coucher du soleil, pourquoi la mer ne débordait pas, pourquoi certains hommes étaient rois et d'autres esclaves. Les soldats racontaient qu'ils passaient des heures à contempler le ciel, fascinés par le mouvement des nuages, ou à observer les oiseaux tournoyer au-dessus de Pella. Dans les couloirs du palais, il s'arrêtait devant chaque fresque et chaque statue, demandant le nom des héros qu'elle représentait. À 5 ans, il savait déjà reconnaître Achille, Hector, Héraclès, et s'inventait des jeux de guerre, où il commandait des armées imaginaires, disposant ses jouets comme des troupes sur un champ de bataille en miniature. Bucéphale, le cheval, indomptable. Quand Alexandre eut 12 ans, un marchand thessalien présenta à Philippe un cheval noir impressionnant, grand et nerveux. Baptisé Bucéphale, il effrayait tous ceux qui tentaient de le monter. Les soldats, les écuyers, même les généraux, furent désarçonnés ou mordus. Philippe, furieux, allait ordonner qu'on le rende, quand Alexandre s'avança avec calme et détermination. Il observa le cheval longtemps, marcha autour de lui en silence, puis déclara « Ce cheval n'est pas fou, il a seulement peur de son ombre. » Sous les yeux incrédules de la cour, il prit la bride, détourna Bucéphale du soleil pour que son ombre disparaisse sous lui et posa sa main sur son encolure. Dans un silence absolu, il monta d'un bond, serra les jambes et lança la bête au galop. Ils disparurent à l'horizon,
franchissant collines et fossés. Quand Alexandre revint, couvert de poussière, mais le regard fier, Philippe le serra dans ses bras et déclara : « Mon fils, cherche un royaume à la mesure de ton ambition. La Macédoine est trop étroite pour toi. » L'enfant né du tonnerre. Dès lors, la cour entière vit Alexandre comme un enfant, pas comme les autres. Certains se mirent à le craindre, d'autres à l'admirer. Il devenait le jeune prince aux 1000 rêves, celui dont la mère racontait qu'il était le fils d'un dieu, celui qui, dès son plus jeune âge, semblait habité par un feu qu'aucune barrière ne pourrait arrêter. Les soirées où l'orage grondait, on racontait aux enfants que le tonnerre rappelait la nuit où naquit Alexandre, celui qui changerait le monde. Ainsi se termine le premier chapitre de l'épopée d'Alexandre, le fils du tonnerre, né sous des présages grandioses, destiné à marquer l'histoire de son empreinte immortelle. Chapitre 2. Le régent guerrier. Quand Alexandre atteignit l'adolescence, son intelligence et son ambition éclipsèrent celles de tous les jeunes nobles de Macédoine. À 13 ans, il passait ses journées avec Aristote, son maître, qui lui enseignait non seulement la philosophie, la médecine et la géographie, mais aussi l'art de gouverner. Aristote voyait en lui un élève unique, capable de comprendre la logique, la rhétorique et la poésie, avec une aisance déconcertante. Ensemble, ils discutaient sous les arbres de Miesa, au chant des cigales et au parfum des herbes sauvages. Les journées d'Alexandre étaient rythmées par des leçons et exigeantes. Aristote lui montrait les cartes du monde connu, lui décrivait les terres au-delà des montagnes, les peuples mystérieux de l'Inde, les sables brûlants d'Arabie. Le soir, Alexandre questionnait inlassablement son maître sur la nature des dieux, la place des hommes, le sens de la gloire. « Maître, un homme peut-il devenir immortel ? La gloire est-elle plus forte que le temps ?» Aristote, admiratif, répondait avec sérieux, mais savait qu'Alexandre l'écoutait surtout pour nourrir ses rêves de conquête. Dans ces moments de solitude, le jeune prince lisait et relisait l'Iliade, répétant à voix basse les exploits d'Achille dont il voulait devenir l'égal. Premiers exploits. À 16 ans, alors que Philippe menait campagne contre Byzance, il laissa Alexandre régent de Macédoine. C'était une marque de confiance, mais aussi un test. Prouverait-il sa valeur ? Il n'eut pas à attendre longtemps pour le savoir. Des tribus thraces, croyant la Macédoine affaiblie, franchirent les frontières pour piller les villages. Alexandre réagit immédiatement. Il rassembla la cavalerie, harangua ses troupes d'une voix claire et puissante, et partit en campagne. Dans les vallées de la Thrace, il surprit les rebelles, lança ses hommes avec une audace qui laissa ses officiers sans voix. La bataille fut brève, mais intense. Alexandre, à la tête de ses cavaliers, chargeait en personne, frappant avec sa lance, évitant les flèches ennemies. Les survivants furent capturés et ramenés à Pella en signe de victoire. Pour immortaliser cet exploit, Alexandre fonda sur le champ de bataille une ville qu'il baptisa Alexandropolis. C'était la première fois que son nom s'inscrivait sur une carte, mais certainement pas la dernière. Un prince admiré et craint. De retour à Pella, Alexandre fut acclamé comme un héros. Les soldats le voyant déjà comme un chef né, et les anciens de la cour disèrent qu'il avait hérité du génie militaire de son père. Chaque soir, dans les banquets, on racontait comment, à 16 ans seulement, il avait pris l'initiative, surpris l'ennemi et ramené la paix.
Certains nobles s'inquiétaient pourtant. Un prince si jeune, déjà adulé par l'armée, pouvait-il rester loyal à un père dont il souhaitait peut-être prendre la place? Alexandre, lui, se sentait partagé. Son admiration pour Philippe était immense, mais il ne supportait plus de vivre dans son ombre. Il voulait agir, décider, tracer sa propre voie. Il rêvait d'étendre son pouvoir bien au-delà des montagnes macédoniennes. Souvent, le soir, il grimpait seul sur les remparts du palais pour contempler l'horizon, s'imaginant chevauchant vers des terres inconnues, guidant une armée vers la gloire. L'ombre d'Olympias. Dans le palais, Olympias, sa mère, continuait de jouer un rôle essentiel. Elle nourrissait les ambitions de son fils, répétant à qui voulait l'entendre qu'il était le fruit d'une union divine, que son destin dépassait celui de n'importe quel roi. Elle lui rappelait qu'il n'était pas simplement un héritier, mais un élu des dieux. Dans leurs conversations nocturnes, elle attisait sa méfiance envers Philippe, le mettant en garde contre les intrigues de la cour et les ambitions de certains généraux qui auraient préféré un successeur plus docile. Olympias détestait certaines des maîtresses et alliances de Philippe, en particulier son projet de se remarier. Elle voyait dans ces unions des menaces directes pour l'avenir d'Alexandre. Plus les années passaient, plus la relation entre Philippe et Olympias se détériorait, empoisonnant l'atmosphère de la cour. Alexandre, pris entre l'admiration pour son père et la fidélité à sa mère, se sentait de plus en plus tiraillé. Le banquet du destin. Tout bascula en 337 a.C., lorsque Philippe annonça son mariage avec Cléopâtre Eurydice, une noble macédonienne. Ce mariage, destiné à sceller une alliance politique, fut vécu comme une trahison par Olympias et Alexandre. Si un fils naissait de cette nouvelle union, il pourrait prétendre au trône, reléguant Alexandre au second plan. Lors du banquet célébrant l'annonce, le vin coula à flots. L'oncle de Cléopâtre, ivre, osa dire à voix haute « Enfin, le roi aura un héritier de sang pur macédonien. » La salle se figea. Alexandre, furieux, se leva et lança sa coupe au visage de l'homme. Il s'écria d'une voix vibrante « Je suis le fils de Philippe et de la reine. Personne n'a le droit de me nier. » La rupture entre père et fils. Au moment où Alexandre prononçait ces mots, la tension dans la salle devint insupportable. Philippe, déjà ivre, bondit de son siège, tenta de dégainer son épée, mais trébucha et s'effondra lourdement sur le sol. Le silence se fit. Les convives, figés, observaient le roi gisant, incapable de se relever. Alexandre, le regard froid, murmura avec dédain. « Voilà l'homme qui prétend conquérir l'Asie, mais ne peut même pas traverser une salle sans tomber. » Les mots claquèrent, comme un coup de tonnerre. Cette nuit-là, le lien entre le père et le fils se brisa définitivement. Le lendemain, Alexandre quitta la cour, emmenant Olympias avec lui. Ils se réfugièrent en Épire, la patrie d'Olympias, laissant Philippe seul, humilié et en colère. Les rumeurs d'un complot. Dans les semaines qui suivirent, les rumeurs se multiplièrent à Pella. Certains affirmaient qu'Olympias complotait déjà contre Philippe. D'autres disaient qu'Alexandre, en exil, nouait des alliances pour revenir avec une armée. Le roi, conscient du danger, tenta de se rapprocher de son fils, mais la méfiance s'était installée. La cour était désormais divisée entre partisans d'Alexandre et soutiens de Cléopâtre. Le retour d'Alexandre. Contre toute attente, la réconciliation arriva un an plus tard. Poussé par certains conseillers qui redoutaient une guerre civile, Philippe rappela Alexandre à la cour. Les retrouvailles furent glaciales
mais nécessaire. Philippe préparait une grande expédition contre la Perse et avait besoin de la présence de son fils pour rassurer l'armée et les cités grecques. Alexandre, quant à lui, comprit que seule la patience lui permettrait de réaliser son rêve. La tempête avant le couronnement. Les tensions entre Philippe et Olympias restaient vives. Au banquet donné pour célébrer le mariage de la fille de Philippe, la cour s'était parée de ses plus riches atours. Les ambassadeurs de toute la Grèce étaient présents, mais l'éclat de la fête cachait à peine les intrigues et les rancœurs. Beaucoup observaient Alexandre. Il n'était plus un simple prince, mais déjà un chef reconnu. Chacun savait que la moindre étincelle pouvait faire basculer le destin de la Macédoine et de la Grèce entière. Ainsi se termine le 2e chapitre de l'épopée d'Alexandre. Le jeune prince, admiré et redouté, devenu régent et chef de guerre, mais désormais pris dans un tourbillon familial qui menace de déchirer le royaume. Chapitre 3. Roi de Macédoine. L'année 336 a.C. devait marquer le triomphe de Philippe II. Le roi avait uni presque toute la Grèce sous la Ligue de Corinthe et préparait une immense expédition pour envahir l'Empire perse. Les cités grecques, soumises, promettaient hommes et navires. Philippe, sûr de lui, organisait des mariages politiques pour consolider ses alliances. Il fit épouser sa fille Cléopâtre à un noble d'Épire. À Égaï, l'ancienne capitale royale, on construisit une grande estrade pour la cérémonie. La ville entière s'était parée de drapeaux et de statues. Les ambassadeurs grecs, macédoniens et barbares se pressaient dans les gradins. Les chevaux caparaçonnés, les musiciens et les porteurs de torches formaient un cortège grandiose. Le peuple criait des vivats. Philippe traversa la Seine en toge blanche, escorté par ses gardes. L'assassinat du roi soudain, un homme fendit la foule. Pausanias, un garde du corps de Philippe, s'élança, la dague levée, et la planta dans le flanc du roi. Le sang jaillit, éclaboussant la tunique immaculée. Philippe tituba, tomba sur le sol de pierre, le regard figé sur le ciel. L'assassin prit la fuite, mais des cavaliers le pourchassèrent et l'abattirent avant qu'il ne parle. Le tumulte envahit Aïgaï. La foule hurlait, les nobles se dispersaient, les soldats dégainaient leurs épées. Certains se précipitèrent vers Alexandre, qui se tenait immobile, son visage figé, tandis qu'un silence soudain enveloppait la scène. Un royaume au bord du chaos. La mort du roi laissa la Macédoine dans un état de stupeur. L'armée, choquée, se demandait qui allait commander. Les généraux et les grands nobles, partagés entre fidélité à Philippe et ambition personnelle, discutaient déjà de leur chance. Certains imaginaient diviser le royaume. Pendant ce temps, Olympias, sorti de sa retraite, fit exécuter ou exiler les proches de Cléopâtre Eurydice, la nouvelle épouse de Philippe. La reine Cléopâtre elle-même fut contrainte de se suicider. Dans le palais, Olympias réaffirmait son pouvoir, plaçant Alexandre comme seul héritier légitime. L'avènement d'Alexandre. À seulement 20 ans, Alexandre fut proclamé roi par les officiers et les nobles qui, terrifiés par l'idée d'un vide de pouvoir, préférèrent se rallier. Il monta sur le trône dans le palais de Péla, revêtu du manteau pourpre des rois macédoniens. Son premier acte fut de convoquer l'armée au grand champ de rassemblement, près de la rivière Loudéas. Là, il apparut à cheval, cuirassé, la lance dressée,
Il parla d'une voix claire qui portait jusqu'au dernier rang. Philippe est tombé, mais la Macédoine se tient debout. Moi, Alexandre, je jure de continuer son œuvre, de mener notre peuple à la gloire. Les soldats, d'abord silencieux, frappèrent leurs boucliers en cadence, puis clamèrent son nom. Leur loyauté venait de se sceller. La purge des ennemis Alexandre, conscient qu'un roi jeune attirait les conspirateurs, frappa vite et fort. Il fit exécuter Attale, oncle de Cléopâtre Eurydice, qu'il accusait de sédition. D'autres nobles proches de Philippe furent éliminés ou contraints à l'exil. Ce bain de sang initial fut brutal, mais il montra à tous que le nouveau roi ne tolérerait aucune contestation. Il confirma ensuite ses plus fidèles compagnons, Parménion, Antipatros, Cratère, et son ami de toujours, Héphaestion, qu'il plaça au plus près de lui. Le jeune roi s'entoura d'hommes loyaux, tissant le cercle qui allait devenir la colonne vertébrale de son futur empire. Les cités grecques s'agitent. Pendant ce temps, en Grèce, la nouvelle de l'assassinat de Philippe provoqua l'agitation. Thèbes et Athènes, persuadés que la Macédoine allait s'effondrer, songèrent à se révolter. Des orateurs comme Démosthène incitèrent les citoyens à reprendre leur liberté. Les cités discutaient alliances et levées de troupes, espérant un retour à l'indépendance. Alexandre sut que le temps jouait contre lui. S'il tardait, les cités se coaliseraient. Il décida d'agir sans attendre, pour écraser toute velléité de révolte avant qu'elle ne s'enracine. La descente fulgurante. En Grèce, Alexandre réunit aussitôt son armée, franchit les Thermopyles en quelques jours et marcha droit sur la baie Odie. Les cités, surprises par la rapidité de son avancée, n'eurent pas le temps de s'unir. Thèbes, la plus hardie, hésita à fermer ses portes. Alexandre campa devant ses murs avec des torches allumées la nuit, faisant luire l'acier de ses lances pour impressionner les sentinelles. Le matin, voyant son armée intacte et déterminée, Thébès céda. Alexandre poursuivit sa route vers le sud et arriva aux portes d'Athènes. Les orateurs bellicistes se turent et la cité envoya une délégation. Alexandre exigea leur soumission, mais promit de maintenir leurs lois et libertés s'ils acceptaient son hégémonie. Athènes, prudente, s'inclina. Le serment de Corinthe. À Corinthe, Alexandre convoqua une assemblée générale des cités grecques, la Ligue de Corinthe, que son père avait fondée. Là, devant les représentants de Sparte, Thébès, Athènes et tant d'autres cités, il fut officiellement reconnu comme hégémon de la Grèce. Il jura de protéger les cités grecques et de venger les profanations commises des décennies plus tôt par les Perses. En retour, les cités promirent soldats et navires pour l'expédition qu'ils préparaient. À 20 ans, Alexandre se retrouva non seulement roi de Macédoine, mais aussi commandant suprême d'une coalition grecque puissante. Le rêve du grand empire. Sur les hauteurs de Corinthe, Alexandre gravit un promontoire au coucher du soleil. Son regard embrassa les plaines, les montagnes et la mer Égée. Il songea à l'empire perse, aux richesses fabuleuses des terres d'Asie. Il murmura pour lui-même « Mon père a préparé le chemin. Moi, je prendrai tout. » Dans la brise qui soufflait, certains de ses compagnons dirent avoir entendu le murmure des dieux. Alexandre n'était plus seulement un roi. Il était devenu l'incarnation vivante d'un rêve de conquête sans limite. Ainsi s'achève le 3e chapitre de l'épopée d'Alexandre, le jeune roi, maître de la Macédoine et des cités grecques, prêt à lancer
sa grande expédition contre l'Empire perse. Chapitre 4. L'appel de l'Asie. Le printemps de l'année 334 a.C. s'annonçait radieux. Les collines macédoniennes étaient couvertes de fleurs, et le ciel bleu semblait promettre des horizons sans fin. Dans le port de Pella, le fracas des marteaux sur les coques, les ordres criés par les capitaines et le hennissement des chevaux emplissaient l'air. L'armée macédonienne se préparait au plus grand départ de son histoire, la traversée vers l'Asie. Alexandre parcourait le camp à cheval, saluant les fantassins, encourageant les ingénieurs, discutant avec les intendants. Il voulait que chaque soldat sache qu'il ne les considérait pas comme de simples pions, mais comme les compagnons d'une aventure sans précédent. Ses discours galvanisaient l'enthousiasme. Il leur parlait de gloire, de richesse et de la vengeance à prendre sur l'Empire perse pour les offenses passées envers la Grèce. Le serment au Hellespont. Quand l'armée fut enfin prête, Alexandre mena 30 000 fantassins, 5 000 cavaliers, des médecins, scribes, charpentiers et des centaines de serviteurs jusqu'aux rives du Hellespont. La mer scintillait sous le soleil. Là, face aux flots qui séparaient l'Europe de l'Asie, il prit un navire et jeta une lance dans le sable de l'autre rive. Il s'écria d'une voix qui portait jusqu'au dernier rang. « Je prends possession de l'Asie, don des dieux. » Ce geste solennel fut applaudi par l'armée entière. Les soldats criaient le nom d'Alexandre. Certains pleuraient, émus de participer à un moment qu'ils savaient historique. La visite à Troie. Avant de s'enfoncer dans les terres perses, Alexandre fit halte à Troie. Il tenait à honorer son héros, Achille, dont il se voulait l'héritier spirituel. Il se rendit sur le site supposé du tombeau du héros. Il déposa une couronne et sacrifia aux dieux. Il déclara à ses compagnons, « Achille, toi qui as vaincu Hector, sois mon guide, accorde-moi ta force et ta gloire. » Dans la brume matinale, il se recueillit longuement, comme absorbé par la légende qu'il comptait égaler ou surpasser. Il offrit à son ami Héphaïstion une couronne sur le tombeau de Patrocle, symbole de leur amitié indéfectible. La première bataille, le Granique. Après Troie, Alexandre emmena son armée vers l'intérieur de l'Asie mineure. Les éclaireurs rapportèrent que les satrapes perses s'étaient rassemblés près de la rivière Granique, décidés à bloquer l'envahisseur avant qu'il ne puisse progresser plus loin. Au matin du combat, Alexandre inspecta ses troupes. La brume s'élevait des eaux du Granique et les rayons du soleil perçaient lentement, faisant scintiller les armures. Les Macédoniens priaient silencieusement ou affûtaient leurs lances. De l'autre côté, la cavalerie perse, brillante de pierreries et de soie, formait une ligne imposante. Quand le signal fut donné, Alexandre mena lui-même la charge. Sa cavalerie traversa le fleuve malgré le courant, escalada la berge sous une pluie de flèches et fondit sur les Perses avec une violence inouïe. Le choc fut brutal, lances brisées, chevaux éventrés, cris et fracas de métal. Alexandre, casque d'or étincelant, frappait de sa lance et encourageait ses hommes par sa seule présence, le triomphe et la peur. La victoire fut totale. Les Perses, surpris par l'audace macédonienne, se replièrent en désordre. La rive fut jonchée de corps et de boucliers abandonnés. Alexandre fit soigner ses blessés avant même de célébrer son triomphe, renforçant encore la loyauté de ses hommes. Il envoya des trophées en Grèce pour annoncer la victoire et fit sculpter des statues des soldats tombés au combat.
Les cités grecques d'Asie mineure, impressionnées, ouvrirent leurs portes à Alexandre. Sardis, la plus importante, se rendit sans résistance. Les satrapes perses fuyaient ou se soumettaient. Partout, les populations accueillaient Alexandre en libérateur, espérant en lui un protecteur face aux lourds impôts imposés par Darius. Une stratégie implacable. Plutôt que de marcher directement sur l'intérieur de l'Empire, Alexandre choisit de longer la côte pour sécuriser les ports et s'assurer la maîtrise de la mer. Il s'empara successivement des cités de la Ionie, détruisit les garnisons perses et installa des administrations favorables. Dans chaque cité, il abolit les tyrannies soutenues par les Perses et restaura les institutions démocratiques, gagnant le soutien des populations grecques locales. Le rêve de conquête grandit. À chaque victoire, Alexandre voyait plus grand. Ses généraux, impressionnés par ses choix audacieux et sa rapidité, commençaient à réaliser que leur roi n'était pas un simple aventurier, mais un stratège visionnaire. Il traitait avec respect les populations vaincues, autorisait les cultes locaux et proclamait partout qu'il n'était pas venu en tyran, mais pour libérer les Grecs d'Asie et instaurer un nouvel ordre. Le butin, pris lors de la campagne en Ionie, fut immense. Or, argent, chevaux, armes et esclaves. Alexandre le redistribuait largement à ses soldats et envoyait une part importante en Macédoine, consolidant ainsi le soutien des familles restées au pays et affirmant son image de souverain généreux. Les satrapes en fuite. Face à la progression irrésistible d'Alexandre, les satrapes survivants se regroupèrent plus à l'est, envoyant de multiples messages au roi Darius Troé. Il le pressait de prendre lui-même la tête de ses armées. La nouvelle de la défaite au Granique et de la soumission des cités grecques d'Asie avait déjà secoué la cour perse, où certains commencèrent à douter du courage et de la capacité de Darius à stopper l'invasion. Le prochain obstacle, alors qu'Alexandre poursuivait son avancée, il atteignit la ville de Gordion, célèbre pour son antique char et son nœud légendaire. L'oracle disait que celui qui déferait le nœud deviendrait maître de l'Asie. Alexandre observa la corde épaisse, fit mine de la démêler, puis dégaina son épée et trancha net, déclarant « Peu importe la méthode, le résultat compte ». Ses compagnons éclatèrent de rire, et la légende du nœud gordien naquit ce jour-là. L'armée, galvanisée, voyait dans ce geste la preuve qu'Alexandre était favorisé par les dieux. Tous savaient désormais que la prochaine rencontre ne serait pas contre des satrapes isolés, mais contre Darius en personne. Ainsi s'achève le 4e chapitre de l'épopée d'Alexandre, le jeune roi, victorieux du Granique, maître de l'Asie mineure, prêt à affronter l'empereur Darius pour le destin de l'Orient. Chapitre 5. Le maître de l'Empire. Après avoir tranché le nœud gordien, Alexandre poursuivit sa route à travers l'Anatolie. Il traversait des montagnes, des plaines arides et des vallées fertiles, chaque jour salué comme un libérateur ou craint comme un conquérant. Son armée, soudée par les victoires, avançait avec une discipline de fer. Les cités qui résistaient étaient sévèrement châtiées. Celles qui se soumettaient voyaient leurs privilèges respectés. Pendant ce temps, le roi perse Darius III, conscient que la menace était désormais trop grande pour ses satrapes, leva la plus vaste armée de l'époque. Elle comptait plusieurs centaines de milliers de soldats, venus de toutes les régions de l'Empire, cavaliers mèdes, archers perses, mercenaires grecs
éléphant venu des provinces indiennes. Darius espérait écraser l'invasion d'Alexandre d'un seul coup. La bataille d'Essos. Les deux armées se rencontrèrent en automne 333 a.C., près de la petite plaine d'Issos, bordée par la mer et coincée entre les montagnes. Darius se plaça en personne au centre de ses troupes, sûr de sa supériorité numérique. Son camp regorgeait de tentes richement décorées, de trésors et d'un luxe insolent, comme si la victoire était acquise d'avance. Alexandre, lui, rassembla ses officiers au crépuscule et leur dit « Nos ennemis croient nous intimider par leur nombre, mais leur multitude sera leur faiblesse, car ils s'entraveront eux-mêmes. » Au matin, sous un ciel couvert, Alexandre lança son infanterie contre le centre perse et mena sa cavalerie à l'assaut sur le flanc. La bataille fut un chaos de cris, de chevaux fous, de chariots renversés. Alexandre, au milieu de la mêlée, repéra le char royal de Darius, couvert d'or et d'ornements. Il s'élança vers lui, mais le roi perse, terrifié, fit demi-tour et s'enfuit, abandonnant femme, mère et trésors. La victoire décisive. Les Perses, voyant leur roi fuir, se dispersèrent dans une panique totale. La mer elle-même fut témoin de la déroute. Des soldats perses s'y jetèrent, préférant la noyade à la capture. Alexandre fit soigner les blessés perses comme les siens et ordonna que la famille de Darius soit traitée avec tous les honneurs. Il alla lui-même annoncer à la mère du roi qu'elle ne serait pas maltraitée. Ces hommes, émus, comprirent qu'Alexandre n'était pas seulement un conquérant impitoyable, mais aussi un roi capable de magnanimité. En quelques heures, il venait de détruire le cœur de l'armée perse et de briser le moral de l'Empire. Le roi qui défie l'Orient, après Issos, la renommée d'Alexandre, atteignit des sommets. Les cités de Phénicie se soumirent les unes après les autres, envoyant des émissaires porteurs de clés, de présents et de promesses de fidélité. Seul Tyr, puissante cité insulaire, refusa de céder. Protégé par d'épaisses murailles et le flot, Tyr croyait pouvoir défier n'importe quel assaillant. Mais Alexandre ne se découragea pas. Il décida de construire une digue reliant la côte à l'île, une prouesse que beaucoup jugeaient impossible. Jour après jour, des milliers de soldats, d'ingénieurs et de prisonniers amoncelèrent pierres et terres, avançant mètre par mètre dans la mer. Les Tyriens tentèrent de brûler la digue avec des navires incendiaires, mais Alexandre réparait sans cesse, refusant d'abandonner le siège de Tyr. Le siège dura 7 mois. Il fut un des plus éprouvants de toute la campagne. Les Tyriens, courageux et rusés, contre-attaquaient sans relâche. Mais Alexandre, inflexible, ordonna la construction de tours de siège plus hautes que les remparts de Tyr, équipées de catapultes et de béliers. À la fin, ces machines de guerre dominèrent les murailles et ouvrirent une brèche. Ses troupes se ruèrent à l'assaut, envahirent la cité et massacrèrent la résistance. Tyr, qui avait défié Alexandre, fut détruite. Cette victoire terrifia le reste de la Phénicie et envoya un message clair à tous les ennemis. Aucune forteresse n'était imprenable pour le roi de Macédoine. La route vers l'Égypte. Après la prise de Tyr, Alexandre marcha vers le sud. Les cités de Gaza et de Jérusalem, impressionnées ou effrayées, se soumirent sans grand combat. L'armée macédonienne progressait rapidement, franchissant déserts et pistes rocailleuses, jusqu'à atteindre les rives luxuriantes du Nil. Là, le jeune conquérant trouva un peuple lassé du joug perse et avide de changement. Les Égyptiens l'accueillirent comme un libérateur.
Alexandre fut couronné pharaon, honoré comme un fils de Ré, le dieu solaire. Les prêtres le saluèrent en roi divin, ce qui renforça encore son prestige auprès de ses soldats, persuadés qu'il était vraiment protégé par les dieux. Alexandrie, la cité des rêves. Durant son séjour en Égypte, Alexandre visita le delta du Nil et choisit un site idéal pour y fonder une ville nouvelle. Il imagina Alexandrie, qui deviendrait un port majeur, un carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident, et un phare de la connaissance. Il dessina lui-même le tracé des rues et ordonna la construction de quartiers pour les Égyptiens, les Grecs et les marchands étrangers. Il rêvait d'une cité où se rencontreraient les peuples et les savoirs du monde entier, une ville qui porterait son nom pour l'éternité. Des oracles dirent que là, un empire trouverait sa gloire, et que la lumière d'Alexandre brillerait pour des siècles. La prophétie de Siwa, cherchant à confirmer sa destinée divine, Alexandre entreprit un voyage périlleux à travers le désert de Libye pour atteindre l'oasis de Siwa. Là se dressait l'oracle de Zeus Amon, l'un des plus mystérieux et redoutés sanctuaires du monde antique. Après des jours sous le soleil brûlant, l'armée arriva épuisée. Alexandre entra seul dans le temple. Le grand prêtre, après l'avoir longuement observé, s'adressa à lui comme à un fils de Dieu. Alexandre ressortit convaincu qu'il était bel et bien l'élu de Zeus, un demi-dieu né pour régner sur les hommes. Ses compagnons, fascinés, voyaient dans son regard un éclat nouveau, comme si ce voyage avait scellé son destin. La marche vers l'Empire perse. Après son couronnement en Égypte, Alexandre tourna de nouveau son regard vers l'Orient. Il rassembla ses troupes, plus fortes et plus confiantes que jamais. La nouvelle de la chute de Tyr et de la soumission de l'Égypte s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'Empire perse, provoquant panique et désespoir. Alexandre savait que la confrontation décisive avec Darius approchait. Il écrivit à ses officiers « Nous avons conquis les portes de l'Orient. Maintenant, il est temps d'en prendre le cœur. » Ainsi s'achève le 5e chapitre de l'épopée d'Alexandre, le roi devenu pharaon, fondateur de cités, se préparant à affronter le grand roi Darius pour décider du destin de l'Asie. Chapitre 6. La chute de Darius. Après avoir conquis l'Égypte, Alexandre dirigea son armée vers le nord-est, en direction de la Mésopotamie. Chaque jour, les colonnes de soldats s'étiraient sur des kilomètres dans la poussière des pistes, traversant rivières, collines et plaines brûlantes. L'armée macédonienne avançait avec une précision d'horlogerie, éclaireurs en avant, cavaliers flanquants, trains de bagages protégés, le tout sous le regard attentif d'Alexandre, infatigable. Darius, de son côté, préparait sa revanche. Il avait rassemblé une armée gigantesque, bien plus nombreuse encore qu'à Issos, réunissant des troupes venues de tout l'empire perse, cavaliers bactriens, archers scythes, chars à faux, fantassins d'Inde et mercenaires grecs. La rencontre aurait lieu sur la plaine de Gaugamel, un vaste champ choisi par Darius pour permettre à sa cavalerie de manœuvrer librement. La veille de Gaugamel, la nuit précédant la bataille, Alexandre ne dormait pas. Il parcourait silencieusement son camp, saluant les sentinelles, s'arrêtant auprès des feux où les soldats racontaient des histoires ou aiguisaient leurs armes. Ses officiers, inquiets, lui conseillèrent de surprendre Darius la nuit. Mais Alexandre refusa.
Je ne volerai pas la victoire, je la prendrai au grand jour, pour que le monde entier sache à qui appartient la gloire. » Au lever du soleil, il réunit son état-major et leur montra le terrain. Il leur expliqua comment attirer Darius sur son aile droite, pour ensuite lancer sa cavalerie au cœur du dispositif perse. Ses généraux, fascinés, virent qu'il avait déjà prévu chaque mouvement. Le jour décisif. Au matin, le fracas des tambours perses se mêlait au cliquetis des lances macédoniennes. Les éléphants, massés sur les arrières de l'armée de Darius, soufflaient et s'agitaient. Le roi perse, entouré de sa garde, trônait sur un char, orné d'or et de joyaux. Devant lui, des milliers de cavaliers formaient une ligne interminable. Alexandre, en tête de ses compagnons, leva la lance et donna l'ordre d'avancer. Son armée, compacte, s'inclina légèrement vers la droite comme prévu, attirant la masse perse. Darius, croyant voir une faiblesse, ordonna l'assaut de ses cavaliers, qui se précipitèrent dans un nuage de poussière. Le choc des armées. La plaine de Gaugamel fut bientôt couverte d'hommes et de chevaux, s'entrechoquant dans un vacarme assourdissant. Les chars perses, équipés de lames fixées aux roues, se ruèrent contre les rangs macédoniens. Mais Alexandre avait ordonné à ses hoplites d'ouvrir des couloirs pour laisser passer ses engins, qui, une fois isolés, furent taillés en pièces par la seconde ligne d'infanterie. Au centre, le phalange macédonienne résistait sous une pluie de flèches. Les sarisses, longues piques, formaient une forêt d'acier infranchissable. Les Perses, malgré leur nombre, se brisaient sur ce mur humain. Sur les ailes, la cavalerie perse tentait de déborder Alexandre, mais ses compagnons contre-attaquaient avec une férocité inégalée. L'attaque d'Alexandre voyant l'occasion, Alexandre sonna la charge au centre avec sa cavalerie d'élite. Il s'élança vers Darius, coupant en deux la ligne perse dans un ouragan de fer et de cris. Il ne restait plus que quelques dizaines de mètres entre le roi macédonien et le char de Darius. Mais une fois encore, Darius céda à la panique. Il ordonna à ses cochers de fuir, laissant derrière lui ses troupes médusées. La fuite du roi provoqua l'effondrement complet de son armée. Les Perses, voyant leur souverain abandonner le champ de bataille, jetèrent armes et boucliers et s'enfuirent dans toutes les directions. Les Macédoniens, épuisés mais exaltés, poussèrent leur avantage, pourchassant l'ennemi jusque tard dans la nuit. La gloire et la peur. Quand le silence retomba sur Gaugamel, le sol était jonché de milliers de corps, humains et animaux, de débris de chariots, de lances brisées. Alexandre, couvert de poussière et de sang séché, se tenait debout, dominant le champ de bataille. Il venait d'écraser la plus grande armée jamais rassemblée et de briser le cœur de l'Empire perse. Les officiers, ébahis, comprenaient que plus rien n'empêcherait désormais leur roi de prendre le titre de maître de l'Asie. Les soldats, eux, ressentaient autant de fierté que de crainte face à la destinée hors du commun de leur souverain. La fuite de Darius, terrifié, se replia vers l'est avec quelques fidèles, espérant rallier des troupes pour une contre-offensive. Mais partout sur son chemin, il ne rencontra que défiance et trahison. Satrapes hésitants, gouverneurs opportunistes, population qui craignait la vengeance d'Alexandre. L'empereur, jadis tout-puissant, se voyait réduit à un fugitif errant dans son propre empire. Alexandre poursuivit sa route, traversant la Babylonie, accueilli en libérateur par la cité de Babylone elle-même, où des milliers d'habitants le saluèrent comme un roi légitime.
Il entra ensuite dans Suse, où il trouva des trésors immenses, accumulés par des générations de rois achéménides. L'incendie de Persépolis, en 331 a.C., Alexandre atteignit Persépolis, capitale symbolique et cœur spirituel de l'Empire perse. Les portes s'ouvrirent sans résistance. La cité regorgeait de palais somptueux, de colonnes colossales, de reliefs sculptés racontant la puissance des rois perses. Pour frapper l'imaginaire du monde et venger les invasions passées de la Grèce, Alexandre organisa un immense banquet dans la salle du trône. L'alcool coula à flots, la fête s'échauffa, et sur un coup de folie ou de calcul politique, Alexandre laissa ses hommes incendier le palais de Xerxès. Les flammes dévorèrent les fresques, les toitures, et s'élevèrent dans le ciel nocturne comme un gigantesque brasier. L'Empire perse voyait s'effondrer son symbole de gloire. La fin de Darius. Peu après, Darius fut trahi par ses propres officiers. Mortellement blessé, il fut retrouvé agonisant dans un chariot abandonné. Quand Alexandre arriva, il trouva le corps du roi couvert de sang. Selon la légende, Darius aurait murmuré ces derniers mots en le voyant s'approcher. « Prends soin de ma famille et de mon empire. » Alexandre fit enterrer Darius avec les honneurs royaux et se proclama successeur légitime de l'Empire perse. Il endossa non seulement la gloire de conquérant, mais aussi la responsabilité de gouverner un territoire immense et hétérogène. Ainsi s'achève le 6e chapitre de l'épopée d'Alexandre, le roi macédonien devenu maître de l'Orient, et la chute définitive de Darius, dernier grand roi des Perses. Chapitre 7. Au bout du monde. Après la chute de Darius et l'incendie de Persépolis, Alexandre aurait pu s'arrêter, fort de son empire immense. Mais son désir d'aller plus loin brûlait toujours. Il voulait atteindre les extrémités du monde connu, franchir des montagnes et des fleuves jamais traversés par les Grecs, imposer son nom aux terres que nul roi n'avait dominées. Il entreprit la conquête des régions les plus orientales de l'Empire perse. Il traversa les déserts brûlants de l'Ariane, franchit les cols glacés de l'Hindu-Kush, où le vent mordait la peau et où ses soldats, exténués, avançaient avec peine sur des sentiers étroits bordés de précipices. Dans ces paysages hostiles, des centaines d'hommes périrent de froid ou d'épuisement. Alexandre, lui, restait en tête de colonne, partageant les souffrances de ces hommes, mangeant leur pain dur, buvant la même eau croupie. La conquête de la Bactriane et de la Sogdiane. Après des semaines de marches épuisantes, il atteignit la Bactriane, un territoire farouchement défendu par des tribus montagnardes. Alexandre dut mener une série de sièges et de batailles contre des adversaires qui utilisaient parfaitement le terrain, tendant des embuscades dans les canyons, disparaissant dans les grottes. Il fonda la cité d'Alexandrie Échate, la plus lointaine, posant un jalon symbolique aux confins du monde connu. Dans la Sogdiane, il affronta la résistance acharnée du seigneur Bessos, qui se prétendait héritier de Darius. Alexandre le pourchassa sans relâche, capturant forteresse après forteresse, jusqu'à ce que Bessos soit trahi par les siens et livré à Alexandre. Le roi fit exécuter le prétendant, mettant fin aux dernières illusions de restauration de l'Empire perse. Roxane, la princesse des montagnes. C'est dans ces régions qu'Alexandre rencontra Roxane, fille d'un seigneur sogdien. Séduit par sa beauté et impressionné par son courage, il l'épousa selon les rites locaux,
scellant une alliance symbolique entre Macédoniens et peuples de l'Asie centrale. Cet acte, critiqué par certains de ses officiers, montrait qu'Alexandre voulait plus qu'un empire. Il rêvait de fusionner cultures et peuples, d'unir l'Orient et l'Occident sous une seule couronne, les mariages d'Alexandre. Après son union avec Roxane, Alexandre encouragea ses officiers à épouser des nobles locales. Lors d'une grande cérémonie à Suse, il organisa un mariage collectif où plusieurs dizaines de ses compagnons épousèrent des princesses perses et sogdiennes. Il voulait créer un peuple nouveau, mélangeant le sang des conquérants et des conquis, pour cimenter son empire. Mais beaucoup de Macédoniens murmuraient. Ils craignaient qu'Alexandre ne s'éloigne de ses racines grecques, qu'il ne devienne un roi oriental, cédant aux fastes perses et à leurs traditions. Les tensions se multipliaient entre le roi et ses vétérans, qui voyaient d'un mauvais œil ses adoptions de coutumes étrangères, comme le port du diadème perse ou l'obligation de prosternation devant lui. La marche vers l'Inde, toujours insatisfait, Alexandre franchit l'Indus, pénétrant dans un univers inconnu pour les Grecs. Ces hommes découvraient des fleuves immenses, des jungles denses, des éléphants de guerre plus grands que tout ce qu'ils avaient jamais affronté. Les rois indiens, fascinés ou terrifiés, envoyaient des ambassades, parfois des présents fabuleux, épices, pierres précieuses, animaux exotiques. Mais certains résistaient farouchement. Alexandre dut livrer de violents combats pour progresser. Les soldats, épuisés par la chaleur moite, la pluie incessante et les maladies tropicales, se demandaient si leur roi avait perdu la raison à vouloir conquérir toujours plus loin la bataille de l'Hydaspe. Sur les rives de l'Hydaspe, Alexandre affronta le roi Poros, un souverain indien redoutable, à la tête d'une armée soutenue par des dizaines d'éléphants de guerre. La bataille fut l'une des plus sanglantes de toute la campagne. Les éléphants piétinaient hommes et chevaux, semant la panique dans les rangs macédoniens. Mais la discipline des phalanges et le génie tactique d'Alexandre finirent par triompher. Poros, blessé, fut capturé. Alexandre, admirant son courage, le traita avec respect et le confirma dans son royaume, faisant de lui un allié précieux. La mutinerie sur l'Aïphasis. Après la victoire contre Poros, Alexandre voulait poursuivre sa marche vers l'est. Mais arrivé sur les rives du fleuve Iphasis, ses soldats, exténués, le supplièrent de renoncer. Ils avaient traversé des milliers de kilomètres, enduré froid et chaleur, faim et maladie, affronté les peuples les plus farouches. Devant eux, les forêts semblaient infinies et des rumeurs parlaient de royaumes encore plus puissants. Lors d'un conseil au crépuscule, Alexandre harangua ses troupes avec passion, leur rappelant les exploits accomplis et la gloire qui les attendait plus loin. Mais le silence resta lourd. Même ses plus fidèles compagnons baissaient la tête. Comprenant qu'ils ne pourraient briser leur volonté sans risquer une révolte, Alexandre accepta enfin de rebrousser chemin. Les soldats, soulagés, pleurèrent de joie. Le retour par le désert de Gédrosie. Pour montrer sa détermination et explorer de nouvelles routes, Alexandre décida de rentrer par le sud, à travers le terrible désert de Gédrosie. Cette traversée fut un cauchemar. Chaleur écrasante, tempête de sable, sources rares. Des milliers d'hommes et d'animaux moururent de soif et d'épuisement. Alexandre partagea les souffrances de ses troupes, refusant toute ration d'eau supplémentaire. Il soutenait les soldats défaillants et enterrant parfois lui-même les morts. Quand ils atteignirent enfin la côte,
L'armée était décimée, mais unie par cette épreuve extrême. Alexandre ordonna la construction de ports pour ravitailler les navires de son amiral Néarque, chargé d'explorer la route maritime vers le golfe Persique, le roi invincible. Au retour en Perse, Alexandre fut accueilli comme un dieu vivant. Il avait repoussé les frontières du monde connu, conquis des royaumes qu'aucun Grec n'avait jamais vus, et forgé un empire plus vaste que celui des Perses. Mais il revenait changé, plus solitaire, plus conscient du poids de son ambition et du sacrifice exigé de ses hommes. Ainsi s'achève le 7e chapitre de l'épopée d'Alexandre. Le roi qui, au prix d'immenses souffrances, atteignit les confins du monde et inscrivit son nom jusque dans les jungles de l'Inde. Chapitre 8. Crépuscule d'un dieu. De retour en Perse, Alexandre entra triomphalement à Suse. Les fêtes, banquets et cortèges se succédaient. Les ambassadeurs de toute l'Asie venaient s'incliner devant lui. Alexandre, désormais sûr de sa puissance, se comportait en roi universel. Il encourageait les mariages mixtes, intégrait des Perses dans son armée et son administration, adoptait des coutumes orientales. Ses décisions divisaient profondément ses compagnons macédoniens. Beaucoup se sentaient trahis, estimant qu'Alexandre reniait sa culture grecque. Les tensions s'exacerbèrent lorsque le roi exigea la prosternation, pratique perse qu'aucun Grec ne voulait accepter devant un homme, fût-il Alexandre. La mort d'Héphaïstion. Le drame survint en 324 a.C. Héphaïstion, le plus proche ami et confident d'Alexandre, tomba gravement malade après un festin. En quelques jours, il s'éteignit. Alexandre, anéanti, resta des heures prostré près de son corps. Il organisa des funérailles grandioses, fit graver le nom d'Héphaïstion sur des colonnes, ordonna qu'on lui rende des honneurs divins et fit exécuter le médecin accusé de négligence. La mort de son compagnon plongea Alexandre dans une profonde mélancolie. Il errait seul dans son palais, s'adonnait à des rituels mystiques, interrogeait les oracles, comme s'il cherchait un signe pour apaiser sa douleur. Ses proches le trouvaient changé, plus sombre, comme s'il pressentait que la fin approchait. Le rêve inachevé, malgré son chagrin, Alexandre n'abandonna pas ses ambitions. Il prévoyait de conquérir l'Arabie, d'explorer la mer entourant l'Afrique, de fonder de nouvelles cités. Il rêvait de relier toutes les terres connues sous un seul empire. Il projetait même de mêler ses sujets à travers une éducation commune, pour créer un peuple uni, au-delà des différences de langue et de culture. Mais ces projets exigeaient du temps, et le temps, désormais, n'était plus son allié. La dernière expédition, alors qu'il préparait la conquête de l'Arabie, Alexandre visita Babylone, qu'il voulait faire renaître comme capitale de son empire. Il ordonna la construction de nouveaux palais, la restauration des temples, l'assèchement des marais alentours pour rendre la région plus salubre. Les astrologues babyloniens, cependant, le mirent en garde. Ils lisaient dans les astres un funeste présage. Alexandre, défiant, déclara « Aucun signe ne détournera ma volonté. Le monde entier sera mon héritage. » Il passa des jours à élaborer des plans, à recevoir des ambassadeurs venus de Libye, de l'Inde, et même, disait-on, de lointains peuples au-delà de la mer Caspienne. Les soirs, il organisait de somptueux banquets, où l'on célébrait la grandeur de son empire et la diversité de ses sujets. La fièvre. Au début de l'été, alors qu'il revenait d'une inspection sur l'Euphrate, Alexandre fut pris d'une forte fièvre. D'abord, il l'ignora, continuant à dicter ses ordres,
et à recevoir ses officiers. Mais la fièvre s'aggrava. Pendant 11 jours, il resta alité, délirant par moments, appelant Héphaëstion, évoquant ses batailles, parlant à des compagnons disparus. Ses généraux, inquiets, se pressaient à son chevet. Ils lui demandaient quand c'est à qui il confiait l'empire. Selon la légende, Alexandre murmura simplement « Au plus digne ». Les adieux, quand on comprit qu'il n'y avait plus d'espoir. Ses soldats, venus de toutes les régions conquises, furent autorisés à défiler un à un devant lui. Certains pleuraient, d'autres levaient la main en signe de salut. Alexandre, affaibli, les regardait sans pouvoir parler. Ce dernier adieu, silencieux, c'est là le lien unique qui unissait le roi et ses hommes, la mort d'Alexandre. En juin 323, a.C., à l'âge de seulement 32 ans, Alexandre s'éteignit à Babylone, laissant derrière lui un empire colossal qui s'étendait de la Méditerranée à l'Inde. Son corps, selon la légende, ne montra aucun signe de décomposition pendant plusieurs jours, renforçant le mythe de sa nature divine. Ses généraux, appelés les Diadoques, se partagèrent bientôt son empire dans une série de guerres sanglantes. Le rêve d'un monde uni s'effondra rapidement, mais chacun voulait conserver un fragment de son héritage. L'héritage, Alexandre, laissa plus que des conquêtes. Il diffusa la culture grecque dans tout l'Orient, fonda des dizaines de cités, dont plusieurs Alexandries, et favorisa les échanges entre civilisations. Son passage bouleversa l'histoire. En quelques années, il avait brisé les murs qui séparaient l'Occident et l'Orient, ouvert les routes commerciales et répandu la langue grecque jusqu'aux confins de l'Inde. Des siècles plus tard, philosophes, conquérants et empereurs citeraient encore son nom comme un symbole de puissance et d'audace. Dans l'imaginaire collectif, Alexandre devint l'archétype du roi invincible, de l'homme qui voulut défier la terre et le destin. Ainsi s'achève le 8e et dernier chapitre de l'épopée d'Alexandre, le fils du tonnerre, parti trop tôt, mais dont la légende, elle, ne s'éteindra jamais. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir à travers les pages de l'histoire. J'espère que ce récit vous a apaisé et fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires au crépuscule pour découvrir de nouvelles aventures qui vous accompagneront vers un sommeil serein. Prenez soin de vous et à très bientôt.